Alors je vais évoquer ce que nous appelons les industries lithiques, c'est-à-dire tout ce qui va concerner les pierres taillées au sens général à Bellegarde. Alors c'est une partie très austère, parce que regarder des silex et puis essayer d'en tirer quelque chose, ça peut marcher, ça peut être très long surtout, mais au moins on tire pas mal d'informations, beaucoup plus que ce qu'on pourrait croire au premier abord. Alors effectivement on tire pas mal de conclusions sur les activités de ces populations du passé, mais on va tirer aussi comme conclusion de façon connexe mais très importante des chronologies, parce que ces silex portent en eux des informations sur les façons de tailler, sur les objectifs de la taille qui vont nous permettre de dater certains sites. L'avantage des silex taillés, c'est qu'ils sont présents dans presque tous les sites de la préhistoire. Donc on peut faire des comparaisons entre les différents sites et on arrive à avoir des cartes de distribution de ces cultures archéologiques au sens large et par extension des populations et des mouvements de population pendant la préhistoire. La photo précédente montrait une réserve de matières premières et des produits qu'on appelle des lamelles. À gauche, là, vous avez donc la réserve de matières premières, qui est un bloc de silex au départ, et qui va être débité par des coups très précis qui vont permettre de sortir des produits. Vous avez à droite les trois types de produits qu'on va retrouver, des lames, des lamelles ou des éclats. Ce sont des définitions morphologiques. En gros, la lame est allongée, un éclat est plus court, et la lamelle, c'est une petite lame. Voilà les différents types d'éléments, les constituants de ce qu'on appelle une industrie lithique. Alors, comment obtenir des produits ? Eh bien, au niveau de la préhistoire qui nous intéresse, le magdalénien, on va se focaliser sur deux techniques. Il y a d'abord la percussion directe au percuteur minéral dur. C'est imaginer un galet de rivière, rond, comme celui qui est représenté au centre de l'image. Et avec ce galet, on va percuter un silex. Et cette percussion va laisser des stigmates sur l'éclat. Il y a le talon, le bulbe. Ce sont des stigmates qu'on retrouve quand on casse du verre, par exemple. Ce sont des stigmates d'un éclatement classique. Sauf que en observant ces stigmates, on peut constater qu'ils ne sont pas les mêmes avec un percuteur dur et avec ce que nous appelons un percuteur tendre, qu'on devrait plutôt appeler un percuteur souple, parce qu'on n'est pas obligé de percuter avec une pierre, on peut aussi percuter avec un bois animal. C'est donc une matière animale qui va absorber une partie du choc, ce qui veut dire qu'on peut débiter des éclats plus fins et plus longs, donc obtenir des lames ou des lamelles, en se servant du bois animal, de la partie la plus grosse, qu'on appelle la meule, comme d'un marteau en fait. Donc, à droite, les stigmates ne sont pas tout à fait les mêmes, on a des éclatements qui sont beaucoup moins prononcés. Et c'est une façon pour nous de savoir quel type de percuteur ils ont utilisé. Ensuite, comment ces silex peuvent nous aider à reconnaître un âge ou une période chronologique au cours de laquelle ils ont été taillés. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs façons de tailler le silex et que ces façons ont évolué au cours du temps. Ce que je vous montre ici, c'est un peu caricatural, c'est une façon de tailler de l'homme de Néandertal à gauche et une façon de tailler de l'homme de type moderne à droite. Donc vous voyez, on revient à l'opposition entre l'éclat et la lame, parce qu'il y a aussi de façon caricaturale l'opposition entre l'usage d'un galet pour percuter et l'usage d'un bois animal pour percuter au paléolithique supérieur pour produire des lamelles. C'est l'image de droite. Donc les manières de faire, ce sont les manières de débiter un nucléus, de débiter un bloc de silex. Et ces manières de faire, elles vont évoluer au cours du paléolithique supérieur aussi. De façon idéale, quand on commence, on regarde le dessin de gauche, on commence en haut, on a le bloc brut, le galet, et de façon idéale, on va descendre et on va petit à petit produire des éclats, produire des lames, jusqu'à arriver à des supports de l'outillage, je vais y revenir. Mais tout ça pour vous dire que théoriquement,
si on rassemble tous ces éclats, toutes ces lames, on arrive à reconstituer le bloc de départ, théoriquement. Parce que quand on est sur les sites, eh bien, les produits qui intéressaient les hommes préhistoriques, les femmes préhistoriques, sont partis, forcément. Et puis, il y a aussi le fait que ces blocs de matières premières pouvaient passer d'un site à l'autre. Sur un site, on va taper 3 éclats, on va sur le site d'après, on tape 2 lames, et ainsi de suite. Les blocs voyagent aussi. Ce qui veut dire qu'on a des fragments, simplement, de ces manières de faire qui sont représentées. Mais malgré tout, parfois, c'est l'exemple de droite, on arrive à lire une façon de débiter. Et on sait à peu près à quelle période on se trouve, rien qu'en regardant les manières de faire. Et quand bien même il n'y a pas les éclats, quand bien même il n'y a pas les lames, il y a le produit final, le nucléus. Donc en négatif, on a souvent la trace des façons de faire. Et l'objectif de tout ça, bien sûr, c'est de produire des outils. C'est en choisissant avec soin des lames, des éclats, que les groupes préhistoriques vont pouvoir confectionner des outils qui dépendent aussi de leur bagage culturel. Vous avez à droite quelques dessins, on va en voir beaucoup. Ce sont des dessins techniques qui représentent les outils. C'est une façon très courante pour nous préhistoriens d'échanger sur ces outils, plutôt que de faire des photos. On a toujours des dessins interprétatifs. Donc vous avez, numéro 1, c'est ce qu'on appelle un grattoir, 2, une pointe. Vous avez des outils, on va revenir dessus, qui sont typiques de différentes périodes culturelles et surtout qui sont produits de différentes manières. Alors comment produire un outil? Eh bien, on part d'un éclat brut ou d'une lame brute, tel qu'il aura été détaché du bloc primitif par le tailleur, et on retouche les bords. On les retouche soit pour les renforcer, soit pour les raviver, soit pour produire un tranchant qui a une morphologie souhaitée, en général rectiligne, ou parfois en forme de couteau, c'est-à-dire légèrement arrondi au bout, ou parfois en forme de pointe. Donc ce que vous avez à gauche, c'est des noms qu'on donne à des retouches ordinaires, abruptes, directes, inverses, bifaciales. Tout ça dépend de l'angle d'attaque qu'on fait sur le bord de la lame ou de l'éclat. Et pour vous assommer définitivement, voici une idée. C'est-à-dire que les préhistoriens, c'est dans l'essence de la nature humaine, on classe les choses. Donc on a essayé de classer les types d'outils qui étaient fabriqués par les hommes préhistoriques. On a une typologie, un catalogue de 92 types d'outils du Paléolithique supérieur. Ensuite, on a légèrement amendé cette liste pour arriver à 105 éléments, mais de façon générale, on classe ces outils. Et le but de tout ça, c'est reconnaître à quoi ont servi ces outils. Parce qu'on s'est rendu compte qu'une morphologie d'outil ne veut pas forcément dire une utilisation de l'outil. Par exemple, un outil qui va avoir un bout rond, arrondi, est un outil qu'on appelle le grattoir. Typiquement, c'est un outil qui a été nommé grattoir parce qu'on pense qu'il gratte des peaux dans la fabrication des cuirs. Et on s'est rendu compte qu'il y avait nombre d'autres outils qui ont gratté les peaux, à part les grattoirs. Donc, on a des spécialistes qu'on appelle des tracéologues qui font des études beaucoup plus poussées, binoculaires ou microscopiques, pour étudier les traces et pour essayer de déduire quelles sont les actions qui ont été faites avec l'outil et sur quelle matière ils ont travaillé. Donc vous voyez à gauche, en haut, vous avez des esquillements qui sont visibles en loupe binoculaire sur les bords. On peut distinguer ce qui est contact avec une peau, donc fabrication de cuir, c'est ce que je disais, contact avec du bois végétal, contact avec de l'os. Et ensuite, il y a aussi des façons de travailler qui sont identifiées. Est-ce que la pièce a servi à couper, à gratter, à percer? Et tout ça, c'est le travail de la tracéologue. Et ensuite, à nous, préhistoriens, archéologues, d'interpréter en regard de ce que nous connaissons par ailleurs, soit sur l'environnement, s'il y a des animaux qui ont été retrouvés en position archéologique accompagnant les outils, ou d'autres éléments qui nous permettent de conclure sur la fonctionnalité du site. Et pour revenir à l'autre aspect de l'outillage en silex, qui est l'aspect de reconnaître une période au cours de laquelle ils ont été façonnés, beaucoup de préhistoriens, et notamment Pierre-Yves de Mars,
ont essayé de classer ces outils dans une chronologie pour essayer de voir s'il y avait une évolution de fréquence. Et effectivement, on s'est rendu compte qu'il y a certains outils qui vont être typiques d'une période, c'est-à-dire qu'il suffit qu'on trouve ce type d'outil dans cette industrie, on sait où on est. Mais parfois, ce n'est pas un outil qui va nous aider, c'est une combinaison de plusieurs outils. Et grâce aux tableaux qui ont été faits, ces tableaux de fréquence, on se rend compte, par exemple, qu'à une culture qu'on va appeler le Gravétien ancien, ben voilà, on va se retrouver ici, à ce niveau-là, avec des fréquences d'outils qui nous permettent de définir cette période. Bon, ce sont des exemples. Je vous montre ça, c'est uniquement pour vous dire qu'on a des clés pour déterminer à quelle période de la préhistoire on se trouve, rien qu'en regardant des silex taillés. Alors, voici une figure qui est destinée à vous montrer l'évolution chronologique depuis le début du Paléolithique supérieur de tout ce que nous appelons des cultures archéologiques. Je vais en rester au grand stade. La première de ces cultures du Paléolithique supérieur, nous l'avons appelée le Châtel péronnien. C'est une culture qui interroge beaucoup de nos collègues parce qu'elle est au début, donc elle est indissociable de celle qui la précède, qui est produite par l'homme de Néandertal. Ici, on est à la charnière entre Néandertal et l'homme de type moderne. Et dans la mesure actuelle de la recherche, on soupçonne que l'homme de Néandertal pourrait être à l'origine de cette entité culturelle. C'est un soupçon, bon, c'est en discussion, mais c'est tout à fait possible. Par contre, la phase suivante, l'Aurignacien, que l'on reconnaît avec les types d'outils qui sont en bas à gauche, cet Aurignacien est clairement originaire des populations qui migrent depuis le Proche-Orient, et donc des hommes de type moderne, autour de moins 40 000. Vous voyez que c'est sur la carte en haut à gauche, c'est une aire de répartition qui est assez importante. L'Aurignacien est une culture qui est européenne. Ensuite, on évolue dans le temps. On est autour de moins 30 000. Et cette culture, on l'appelle le Gravétien ou Gravétien. Ça dépend, les deux sont acceptés. C'est une culture qui commence en dehors de la Méditerranée probablement et qui va se développer ensuite avec la culture dont vous parlez Vincent, qui est l'épigravétien, qui sera son successeur, mais sur justement la partie Balkans et Italie. C'est une culture qui se reconnaît aisément quand il y a un outil qu'on appelle la pointe de la gravette, qui est l'outil typique. C'est un marqueur de cet horizon culturel. Ensuite, la culture qui va lui succéder et qui va nous amener à moins 20 000 à peu près est le Solutréen, qui est une culture qui est plutôt sur la façade atlantique de notre pays et qui se reconnaît avec des outils qui sont probablement techniquement les plus élaborés qui aient jamais existé au Magdalénien supérieur, avec ce qu'on appelle la feuille de laurier, qui est un objet qui est très mince et qui est retouché au-delà de ses bords, qui est retouché sur ses faces. Donc là, on n'est même plus dans de la retouche, on appelle ça du façonnage. Et on évolue encore, on se rapproche du Magdalénien avec le Badegoulien. Le Badegoulien qui est en rupture totale avec le Solutréen, c'est-à-dire que là, d'un coup, on a perdu tout ce qui est habileté technique dans les expressions de taille du silex. On se retrouve avec des outillages très frustres, sur éclat, il y a très peu de lames, et c'est une très courte période, le Badegoulien, qui épouse à peu près l'aire de répartition du Solutréen, et selon toute probabilité, malgré la différence qu'il y a entre les industries lithiques, le Badegoulien est bien le successeur du Solutréen. Et nous en arrivons au Magdalénien, donc la période qui va nous intéresser à Bellegarde, qui est aussi la dernière période du Paléolithique supérieur, avec un outillage qui se diversifie énormément et qui surtout se réduit en taille, avec l'apparition d'une grande quantité de lamelles.
Et il y a quantité d'outils qui sont typiques de cette période. Je vous en présente certains. Mais à côté de ces outils typiques, le fond commun, et pendant tout le magdalénien, il va être le même. On va avoir les mêmes types de grattoirs, les mêmes types de burins, les mêmes types d'outils. Donc parfois, on peut trouver des industries magdaléniennes pour lesquelles on est incapable de se situer parce qu'il va manquer les tout petits marqueurs que seront par exemple le burin bec de perroquet ou la micro-lamelle à dos, sur lesquels je reviendrai pas plus tard que tout de suite. Voilà, nous sommes à Bellegarde. Et à Bellegarde, il y a une spécificité, c'est que toutes les subdivisions du magdalénien sont représentées. Voilà, habituellement, chacune des cultures archéologiques que je viens de vous présenter, chacune de ces cultures est divisée en 3 stades. De façon caricaturale, on a une phase inférieure, une phase moyenne, une phase supérieure. Et à Bellegarde, on peut aller beaucoup plus dans le détail. On a un magdalénien inférieur initial, un magdalénien inférieur classique, un magdalénien moyen ancien, un magdalénien moyen récent et un magdalénien supérieur ancien. On a toute la séquence du magdalénien, il ne manque que la fin, qui est le magdalénien supérieur final. Et c'est tout. Voilà, je vais vous montrer très rapidement le travail qui a été fait sur les industries lithiques de Bellegarde, en commençant par la plus ancienne d'entre elles, donc celle du magdalénien inférieur initial. Et à droite, vous avez donc les lamelles à dos dextre marginal. C'est toute la typologie est barbare, hein, ne vous inquiétez pas. Ce que nous on retient, c'est que dès qu'on a ça, on sait où on se situe chronologiquement. Donc c'est une chance, à Bellegarde, on a tout ce qui est typique. Sauf que la surprise, c'est qu'on est en dehors de l'ère culturelle du magdalénien où on s'attendait à trouver tous ces outillages typiques. Jusqu'à présent, on était plutôt sur des séries qui étaient morcelées à la fois dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire qu'on avait un petit peu de magdalénien inférieur, on avait un petit peu de magdalénien moyen. On avait du mal à raccorder les uns avec les autres. Et la séquence de Bellegarde est tellement riche et tellement continue que c'est le référentiel maintenant pour toute la région. Toutes les industries qui ont été découvertes jusqu'à ce jour vont pouvoir se raccorder à un niveau ou à un autre des industries de Bellegarde. Je vous ai parlé de tracéologie tout à l'heure. Notre collègue Émilie Clos, tracéologue, a étudié les microlamelles du premier épisode d'occupation de Bellegarde. Et elle a conclu que ces microlamelles à dos qui sont habituellement des armatures d'outils de chasse sont effectivement des armatures d'outils de chasse. Il y a sur ces armatures tous les stigmates de fractures à l'impact au cours d'un jet de projectile. On a très peu de carcasses animales par contre qui sont représentées dans ces niveaux, donc on a du mal à mettre les uns en relation avec les autres. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a du squelette crânien de cheval, et c'est tout ce qu'on a comme restes animaux avec ces niveaux. Vous avez effectivement, à partir du moment où on apporte des carcasses sur un site, on se pose la question de la transformation de ces carcasses. Elle a fait une étude sur plusieurs types d'outils. On sait au moins qu'il y a un travail du cuir, voire même de la peau sèche, ce qui veut dire qu'on est sur une occupation qui risque d'être un petit peu plus longue qu'une occupation rapide où on ne fait que abattre des animaux et traiter les carcasses. Pour obtenir des cuirs, des peaux sèches, il faut attendre un petit peu. On a évidemment du travail de découpe, de boucherie. Donc ça, ce sont les petits traits rouges qui sont en bas à gauche sur certaines petites lamelles et en bas à droite sur un outil qu'on appelle perçoir. Donc vous voyez, je parlais de la différence entre le nom qu'on donne et la fonction réelle de l'outil. Cet outil qu'on appelle perçoir a servi en fait à découper de la viande. Il y a d'autres recherches qui ont été tentées par Émilie, et notamment, on y reviendra tout à l'heure avec Vincent, parce qu'on cherchait quels outils avaient permis de faire les gravures. Et jusqu'à présent, on ne les a pas encore trouvés, ces outils. Et la question qu'on va finir par se poser, c'est est-ce que ces gravures ont été faites sur le site même ou est-ce qu'elles sont venues dans les bagages des populations qui sont venues à Bellegarde? Ensuite, je vous ai évoqué les manières de faire. Donc là, j'en reviens à ce qu'on appelle le nucléus, la réserve du petit galet de silex qui reste à la fin des opérations de taille.
eh bien, on se rend compte que les manières de faire sont assez habiles pour produire ces petites micro-lamelles ou ces petites lamelles. Ce sont des pièces qui sont tellement minuscules qu'elles doivent rester dans la main. Ça suppose une dextérité et un contrôle des gestes assez important. Ensuite, on remonte dans le temps. Plus près de nous, le magdalénien inférieur classique est aussi représenté par ces outils typiques qu'on appelle la micro-lamelle à dos pointu. Et à côté de ça, on a des outils qui sont un petit peu plus frustres, qui ressemblent presque aux outils du bas de Goulian. Mais on est bien dans du magdalénien inférieur classique malgré tout. Et on se rend compte que les habiletés techniques ne sont pas tout à fait les mêmes que celles qu'il y avait au magdalénien inférieur initial. Les dimensions des nucléus sont beaucoup moins constantes. On a des nucléus qui sont parfois très gros, qui sont abandonnés alors qu'il y a encore de la matière à tailler. Il y a une habileté qui n'est pas la même. Il y a un choix des matériaux qui n'est pas le même. Au magdalénien initial, on avait des matériaux qui étaient choisis avec soin. Et les blocs étaient calibrés au départ, c'était de la bonne qualité de matière première. À cet étage du magdalénien, on se retrouve avec parfois des blocs de mauvaise qualité. Alors, il y a toujours des blocs de bonne qualité, mais il y a une grande amplitude dans la qualité des blocs. C'est aussi pour vous signaler que évoluer dans le temps n'est pas une garantie de progrès technique. Nous voici au magdalénien moyen ancien. Donc, Vincent avait aussi évoqué ce stade de l'évolution du magdalénien. On retrouve des outils typiques, encore une fois, qu'on appelle les lamelles scalènes. C'est-à-dire que jusqu'à présent, quand on arrive à cet étage, on se dit qu'on n'a presque pas besoin de datation radiocarbone. On sait à peu près à quelle période on se trouve. Enfin, je vais me contredire tout à l'heure, vous allez voir, on a quand même besoin du radiocarbone. Ici, je fais une petite incise, on va quitter un petit peu le magdalénien parce qu'on a un exemple archéologique qui rappelle celui de la lamelle scalène. Ici, vous avez des lamelles à dos d'une période antérieure qu'on appelle le gravétien ou le gravétien, j'en ai parlé tout à l'heure. Et vous avez à gauche un plan, un relevé de fouilles d'une position de petits outils sur lamelles qui sont les uns à côté des autres. Et on se rend compte qu'ils peuvent reconstituer, qu'ils permettent de reconstituer une pointe barbelée. Cette position des armatures les unes à côté des autres, une fois la reconstitution faite, cette position prend tout son sens. On a à droite Antonin Tomasso qui propose un exemple. Il faut savoir que ces petites lamelles ne sont pas des armatures qu'on installe en bout de projectile, mais en général sur les côtés. Ce sont des outils dilacérants plus que des outils perçants qui sont produits. Ensuite, pour ce qui est des manières de faire au magdalénien moyen, on s'oriente assez nettement maintenant vers l'utilisation d'un percuteur souple, dont je parlais tout à l'heure, donc plutôt un bois de renne en l'occurrence, puisque le renne était très courant à cette période. On a retrouvé énormément de restes de renne dans les niveaux du magdalénien moyen. Il y a aussi beaucoup plus de variété dans les manières de faire. On se rend compte qu'au magdalénien inférieur, les tailleurs sont assez stricts, et puis au magdalénien moyen, ils vont avoir diverses habiletés et divers types de production. Au magdalénien moyen récent, on a les mêmes habiletés, mais on a à nouveau un autre type de lamelle qui est très typique, qu'on appelle une lamelle à dos étroit, ou une lamelle à dos étroite, quand on parle de la lamelle plutôt, qui sont des outils qui, eux, vont être très courants jusque dans le nord de la France et même en Europe jusqu'en Allemagne. Le magdalénien moyen est une période d'explosion, d'expansion géographique. Vincent vous en parlait tout à l'heure, c'est à partir de cette période que le magdalénien va gagner les plaines d'Europe centrale jusqu'à la Pologne et vers le sud quasiment toute l'Espagne. Voilà, pour les manières de faire, rien d'original à cette période, ce ne sont pas les manières de faire qui nous permettent de conclure à une attribution magdalénien moyen récent, mais on se rend compte qu'il y a toujours une certaine variabilité et que c'est toujours le percuteur tendre, percuteur souple qui est utilisé. Et pour finir, le dernier étage de la chronologie magdalénienne de Bellegarde, c'est le magdalénien supérieur ancien.
Et c'est une période qui est très peu représentée. Elle a le mérite d'exister, mais il n'y a que des nucléus. Donc on ne peut comprendre que les manières de faire, mais il n'y a pas d'outils. On a trouvé, vous avez une photo à droite, on a trouvé, vous voyez, tout ce qui est blanc. En gros, ce sont des silex taillés qui sont au milieu de fragments de grès calcaire qui, eux, servaient à structurer un foyer. C'est aussi pour ça que les silex sont blancs, ils ont un petit peu chauffé. Et malgré tout, quand on regarde le nucléus de gauche, au centre, on a le négatif d'une petite lame. Et ce qui est étonnant, c'est que quand on mesure ce négatif, on a exactement les dimensions d'outils qui, par ailleurs, sont connus dans le magdalénien supérieur ancien, par exemple à Manduel, dans une série. C'est-à-dire que les outils qu'on va retrouver à Manduel correspondent presque au millimètre près aux négatifs qu'on retrouve sur les nucléus de Bellegarde. Donc vous voyez, avec les manières de faire, on arrive quand même à trouver des comparaisons. Alors je reviens sur cette image que nous avons déjà vue. Il faut comprendre qu'une fouille, c'est aussi la recherche d'un empilement de strates. Et que ce sont des observations qui sont très importantes parce qu'elles nous donnent une chronologie relative. Vincent en parlait tout à l'heure. Avant que nous ayons des datations radiocarbone, il a fallu qu'on construise un schéma d'évolution du site. Donc logiquement, les strates les plus profondes sont les plus anciennes et les strates les plus hautes sont les plus récentes. Le problème, c'est que quand nous avons fait la fouille, on l'a faite à l'aide de mini-pelles. Dans un temps très bref, il a fallu qu'on aille très vite. Autant dire que toutes les strates, on ne les a pas perçues sur le terrain. Sur le terrain, on a dû percevoir une dizaine de strates. On se rend compte qu'il y a eu au moins 25 occupations différentes. Et ensuite, c'est le travail à l'étude, grâce à ce que montrait Vincent tout à l'heure, c'est-à-dire au relevé avec le théodolite à laser, on a pointé toutes les pièces en 3 dimensions. Ce qui veut dire qu'en phase d'étude, on a pu revenir sur les données de terrain et les compléter. Et grâce à des observations, on a pu construire une succession stratigraphique, une succession des différentes strates et construire une chronologie relative. Vincent vous a montré une autre photo que celle qui est ici à droite tout à l'heure, et elle revient exactement au même. C'est pour vous montrer que côte à côte, on a 2 foyers à pierre, mais il y a un décalage altimétrique entre les deux. Celui qui est en bas est plus profond, il est plus ancien. Celui qui est au-dessus est plus haut, il est plus récent. Et effectivement, on a 2 périodes, on a 1 siècle d'écart quasiment entre ces 2 structures. Vincent en a parlé tout à l'heure, avec des atomes et tout, c'était beaucoup plus beau. Le carbone 14 va nous aider à partir du moment où un animal ou un végétal meurt. Il arrête de fixer du carbone. Et à partir de ce moment, le carbone stable va rester stable. Par contre, le carbone radioactif va disparaître petit à petit. Donc c'est en mesurant cette vitesse de disparition qu'on va pouvoir dater. Et on s'en est servi abondamment à Bellegarde, puisqu'on a des charbons dans des foyers. Et voici le résultat. Donc, vous avez à gauche, dans les cellules grises, si on peut dire, le nom qu'on a donné au niveau archéologique, qui sont donc les strates, les différentes strates archéologiques. Par exemple, tout à l'heure, on a parlé de la strate E6A, parce que c'est celle où il y a les premières gravures, les plus anciennes. Cette strate E6A, on l'a datée. On l'a datée sur un charbon de pin qui nous a donné une estimation. Cette strate, elle a été produite, donc l'occupation humaine s'est produite entre moins 19 550 et moins 19 600. Voilà, c'est une indication. Et ensuite, tu lances le... Voilà, juste un petit zoom pour vous montrer qu'entre 2 datations au carbone 14, parfois on a des zones qu'on n'a pas pu dater ou des niveaux qu'on n'a pas pu dater, soit parce qu'il n'y avait pas de charbon, soit parce qu'il n'y avait pas de crédit. Voilà. Quand il y a un petit plus, c'est qu'on n'avait pas de crédit. Et là, je reviens dans le temps et je vais vous montrer comment on peut reconstituer l'histoire d'un site par les archives du sol. Donc, par exemple, voici une image
du début de la stratigraphie de Bellegarde au Magdalénien inférieur, avec donc une représentation qui matérialise l'existence de pins et du cheval. Et puis, une évolution inattendue, c'est une érosion. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment, on a, Marilyn en a parlé tout à l'heure, sur les costières, des circulations d'eau qui se font, en plus de celles de la source, et cette circulation d'eau, parfois, va envahir le site et en faire disparaître une partie. Donc là, une partie du Magdalénien inférieur initial, celle qui est à gauche, a été préservée, mais toute celle qui était à droite a disparu par le ruissellement ou carrément par des boues torrentielles, pourquoi pas. Ça, nous n'avons pas les éléments, puisqu'il n'y a plus aucun dépôt. On a ce qu'on appelle des troncatures qui apparaissent, donc des discordances entre deux niveaux. Et par-dessus arrivent les populations du Magdalénien inférieur classique, qui vont s'installer en partie sur le Magdalénien inférieur initial à gauche, et en partie sur la partie qui avait été érodée. Et à nouveau, un épisode érosif va décapiter l'ensemble du sommet de la stratigraphie. Et puis là-dessus, un deuxième épisode d'occupation du Magdalénien inférieur. Et puis d'autres occupations, mais beaucoup plus rares. On a ici ce qu'on appelle un épisode d'abandon. Pendant près de 2 millénaires, il n'y a plus d'occupation. Et ça ne veut pas dire que le site n'a pas été occupé. Ça veut dire que l'emprise de la fouille de l'INRAP de 2016 n'a pas donné de résultats. Mais à côté, peut-être qu'il y avait des résultats de ces périodes et on ne les a pas. À nouveau, un épisode érosif qui touche 2 parties du site. À nouveau, une séquence d'occupation très courte, de quelques siècles, 1 à 2 siècles, mais qui caractérise le Magdalénien moyen ancien. Alors c'est très important, elle n'est pas très longue cette séquence à Bellegarde, mais c'est la seule séquence en plein air en France où on a la succession entre le Magdalénien moyen ancien et le Magdalénien moyen supérieur. Donc c'est pas rien. Le Magdalénien moyen récent. Voici en bleu donc les dépôts du Magdalénien moyen récent qui, eux, à l'inverse, sont les plus importants à Bellegarde, à la fois en puissance, c'est-à-dire en profondeur, et qui sont les plus importants en termes de quantité de matériel récolté. Avec un changement, vous voyez, dans la faune, avec du renne, et un changement dans la végétation avec l'apparition de quelques feuillus, dont le bouleau. Ensuite, le dernier épisode qui a été enregistré et que nous ayons retrouvé, c'est le Magdalénien supérieur ancien. Une séquence très courte aussi, puisqu'on a un seul foyer à pierre avec très peu de silex, mais malgré tout, on a quand même cet épisode qui est représenté à Bellegarde. Enfin, le dernier gros épisode érosif, qui est une mise en place d'une ravine cette fois. Il ne s'agit plus de ruissellement. On a vraiment la preuve qu'il y a un écoulement, donc il n'est pas impossible qu'une partie de la source soit sortie de ce côté. Et puis ensuite, le dernier comblement, avec un épisode d'abandon, au moins pour ce locus, parce que Marilyn vous l'a expliqué tout à l'heure, sur les autres locus de Bellegarde, il y a énormément d'occupation, mais au moins sur la zone paléolithique, il n'y a que très très peu d'occupation, à part 1 ou 2 vestiges du néolithique et puis une grande fosse antique. C'est tout ce que nous ayons découvert. Voilà. Et ensuite, après cet épisode d'abandon, 16 millénaires plus tard, nous sommes arrivés pour réouvrir tout ça, et pour récolter ces archives. Voilà, je vous remercie beaucoup.